Il était une fois un preux chevalier, beau, noble et fort. Il se consacrait à Dieu et à l'amour. Saint-Georges et Lady Jeanne! Partout où il allait, il apportait la justice et la clémence. Souventes fois, il sauva une damoiselle en détresse et jouta pour gagner les faveurs de sa dame. De tels chevaliers existaient-ils vraiment au Moyen-Âge? Ou bien ceux dont on se souvient ici, dans la ville italienne de Cesena, sont-ils plus typiques? Un jour de 1377, une troupe de chevaliers et d'hommes d'armes pénétra en ville, en ferma les portes et entreprit de tuer hommes, femmes et enfants jusqu'au dernier. Un document rapporte que 5000 civils désarmés furent exterminés en une journée. Le chevalier responsable de ce massacre était anglais. Il se nommait Sir John Hawkwood. Que diable était-il arrivé à l'âge d'or de la chevalerie? Notre histoire des chevaliers commence en 1066, quand Guillaume le Bâtard conquit l'Angleterre. Les anglo-saxons appelèrent ses partisans des Knights, qui devinrent knight, chevalier en anglais. Guillaume, qui on le comprend avait changé son nom pour celui de conquérant, récompensait les chevaliers avec des terres et des biens. Mais plutôt qu'un loyer, il devait lui fournir un certain nombre de jours de service militaire. Tout le système était conçu comme une machine de guerre. Et les chevaliers vraiment performants n'étaient pas du genre calme et pondéré. L'aptitude à réduire un autre homme en une bouillie sanglante ou à le couper en morceaux n'était pas seulement une des exigences de la chevalerie, c'était un de ses idéaux. Richard Cœur de Lion, par exemple, était célèbre dans la classe chevaleresque pour son habitude de fendre le crâne de ses victimes jusqu'aux dents. Mais pour qui n'était pas chevalier, ça posait un petit problème. Comment contrôler ces hommes? Comment canaliser cette culture de la testostérone dans quelque chose de moins destructeur pour la société? L'idée qui germa fut d'essayer d'inventer un code de conduite selon lequel la classe chevaleresque devait apprendre à se gouverner. Ça semblait une très bonne idée. Ce qui différenciait les guerriers normands, c'est qu'ils se battaient à cheval. Le guerrier monté est donc devenu le chevalier. Et c'est ainsi que le code de conduite des chevaliers, et en fait toute leur culture, devint connu sous le nom de chevalerie. Mais qu'était exactement la chevalerie? Eh bien, ça dépendait de qui vous étiez. Les chevaliers eux-mêmes n'avaient pas de doute sur ce que cela signifiait pour eux. Cela voulait dire apprendre à tuer, gagner de l'argent et devenir célèbre. Au XIIe siècle, l'homme qui incarnait le mieux l'idéal de la chevalerie était Sir Guillaume Marshal. À l'âge avancé de 5 ans, Guillaume était déjà endurci au péril de la bataille. En 1152, son père, Jean le Marshal, s'était rebellé contre le roi Étienne, qui vint assiéger son château. Durant le siège, Jean lui remit son fils Guillaume en otage. À un moment, le roi mit l'enfant dans une catapulte et menaça de le lancer par-dessus les murs du château. Le père de Guillaume cria en retour qu'il se souciait peu de l'enfant, car il avait le marteau et l'enclume pour faire davantage et de meilleurs fils. Guillaume savait parfaitement ce que c'était que d'avoir un père aimant et attentionné. Pour s'assurer qu'il avait bien compris, lorsqu'il mourut, son père ne lui laissa pas un sou. Guillaume n'avait qu'une alternative, entrer dans le clergé ou devenir chevalier. Il
Il partit donc pour la Normandie, où son cousin dirigeait une sorte d'académie militaire. Ce qu'il y a appris m'a été démontré par Steve Mallet, spécialiste de la montre médiévale, et par l'historien Tobias Capwell. Ça a l'air effrayant. C'est l'idée. Sont-ils entraînés pour ça? Absolument. Il existe des manuscrits qui montrent des chevaux qu'on entraîne à ruer, à se lancer contre un bouclier tenu par un assistant. Le cheval est donc une arme. C'est l'arme la plus puissante du chevalier. Et quelle est la partie la plus vitale de cet entraînement? Le cheval est un animal de fuite. Sa première réaction, qui est parfaitement normale, est de s'enfuir en cas de danger. Steve lui apprend à dépasser son instinct naturel. L'entraînement doit amener le cheval au point où il devient une extension du cavalier. Ses jambes se meuvent comme si c'était celles du cavalier. Et quand ce dernier demande quelque chose, la réponse suit instantanément. Guillaume devait parfois avoir l'impression de perdre son temps, mais s'il était toujours fauché, au moins il apprenait à rejoindre la classe dirigeante. Il fait travailler les déplacements latéraux à son cheval. Il est extrêmement important de pouvoir changer légèrement de ligne en face d'un adversaire. C'est carrément de la direction assistée. Il s'est arrêté d'un coup. Absolument. Frein assisté aussi, c'est très important. Sa formation terminée, Guillaume fut adoubé chevalier par le comte de Tancarville. Il était enfin équipé pour gagner un peu d'argent. Et il n'avait même pas besoin d'aller à la guerre. Il y avait beaucoup à ramasser sur le circuit des tournois. Au tout début, un tournoi était une guerre miniature livrée pour le sport. La lice s'étendait sur des kilomètres et pouvait inclure des villages et des villes. C'était un peu comme le Grand Prix de l'île de Man. Sauf que les cavaliers se pourchassaient à cheval et se taillaient en pièces à coups d'épée. C'était très populaire. Ça devenait lucratif quand on capturait un chevalier pour en demander rançon. Guillaume toucha le gros lot à son premier tournoi. Son biographe nous dit « Le matin même, le maréchal était un homme pauvre, en biens et en chevaux. À présent, il avait 4 bonnes montures et demie. Je me demande ce qu'il a fait avec la moitié d'un cheval. Il l'a peut-être mangé. » Sire Guillaume ne se contenta pas de devenir riche. Il accomplit un autre des idéaux de la chevalerie, la gloire. Pendant sa formation, il avait attiré l'attention de la reine Aliénor d'Aquitaine, ce qui était le cas de nombreux jeunes chevaliers. Mais il servait son mari Henri II avec beaucoup de succès. Pour le récompenser de ses loyaux services, Henri lui accorda la main de l'héritière la plus en vue sur le marché. Elle était livrée avec des terres immenses et son propre château. Que voici. Chepstow. Notre Guillaume sans terre était devenu propriétaire terrien. C'était le rêve de tous les chevaliers. Il était célèbre pour ses exploits guerriers et l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. À son enterrement à Temple Church en 1219, l'archevêque de Canterbury appela Guillaume Marshall le meilleur chevalier du monde. La gloire, l'argent et l'approbation de Dieu. C'était ça la chevalerie, quand on était chevalier. Oh, et le sexe. Les chevaliers utilisaient la chevalerie pour justifier les choses qu'ils aimaient faire. La violence faisait partie intégrante du culte de la chevalerie. Et même, vous serez peut-être étonné, la violence sur les femmes. Selon le grand auteur de la chevalerie, Chrétien de Troyes, si un chevalier trouve une damoiselle seule, il se couperait la gorge plutôt que de la déshonorer. Mais, d'un autre côté, si la damoiselle est accompagnée d'un autre chevalier, et s'il lui plaît de livrer combat à ce chevalier pour gagner la dame par les armes, alors il peut faire à sa guise avec elle selon ses désirs, et nulle honte ou blâme ne s'y attachera. On peut dire que la chevalerie nous réserve de petites surprises. Pour les chevaliers, la chevalerie signifiait donc le combat, la gloire et la fortune.
Mais d'autres voulaient exploiter le pouvoir de la chevalerie à leur profit. L'Église, elle-même souvent victime de la violence des chevaliers, eut la brillante idée de détourner leur énergie. En 1095, le pape Urbain II désavoua des siècles de doctrine chrétienne en annonçant que dorénavant, il était admis que des jeunes gens violents massacrent d'autres personnes tant que les victimes n'étaient pas chrétiennes. De toute l'Europe, les chevaliers se joignirent à la cause. Lors de la prise de Jérusalem en 1099, ils se vantèrent de patauger dans le sang des infidèles jusqu'aux genoux. Jusqu'ici, les chevaliers devaient faire pénitence pour avoir tué. À présent, c'était tuer la pénitence. En 1276, le chevalier catalan devenu ermite Ramon Llull se dit qu'il ferait mieux d'établir un code de déontologie. Llull déclara que le premier devoir d'un chevalier était de défendre la foi chrétienne, puis son seigneur, puis les femmes, les veuves et les orphelins. Pour lui, même l'équipement du chevalier était plein de significations religieuses. La côte de maille le protégeait comme un château contre le vice. Le casque était le symbole de la peur de la honte des chevaliers. L'épée lui rappelait le Christ sur la croix. Le bouclier indiquait comment il devait défendre son seigneur. Et la lance représentait la vérité et la force. Dans le royaume, un troisième pouvoir avait tout intérêt à maîtriser la violence des chevaliers. Leur souverain sur terre, le roi. Pour garder les chevaliers sous contrôle, le roi leur offrait de bon cœur le prestige, le faste et tout le plaisir de se mettre sur son 31. De plus, les chevaliers à son service pouvaient pénétrer dans le monde imaginaire qu'ils aimaient tant dans leurs histoires. Édouard III, par exemple, ranima les traditions glorieuses, mais entièrement fictives, du roi Arthur. Le château de Windsor serait son nouveau Camelot, et il avait l'intention d'installer une table ronde de pas moins de 300 chevaliers. Il dut s'apercevoir que restaurer 300 chevaliers autour d'une seule table allait être un cauchemar pour le traiteur. Il se résigna donc à quelque chose de moins chic. Il créa 2 équipes de tournois de 13 chevaliers vedettes chacune. Ils deviendraient les 26 membres de l'ordre de la Jarretière. Et voici leur demeure, la chapelle Saint-Georges à Windsor. Même aujourd'hui, il n'y a rien de plus chic que d'être chevalier de la Jarretière. Et en prime, on peut entreposer gratuitement son blason et sa bannière dans la chapelle. Voici les chevaliers de la Jarretière moderne. On voit qu'ils sont placés de chaque côté de la chapelle en 2 équipes, exactement comme au temps d'Édouard. Il y a Sir Edmund Hillary là-haut, le vainqueur de l'Everest, avec un kiwi et un pic. Cette bannière est à Edward Heath avec un nuage matinal du nom de son yacht. Au bout, il y a la baronne Thatcher. C'est la seule sans épée. On va sûrement lui donner une hache d'armes. Mais pourquoi les chevaliers du Moyen-Âge se sentaient-ils obligés de coller des cygnes ou des arbres sur leur casque? À quoi servaient les bannières? La réponse est simple. De nos jours, nous reconnaissons les gens célèbres à leur visage. Les journaux nous inondent des photos d'eux. Mais au Moyen-Âge, on ne savait absolument pas à quoi ressemblait quelqu'un si on ne l'avait pas rencontré face à face. C'est pourquoi on avait des armoiries. David, si on m'accordait un blason pour dire aux gens qui je suis, à quoi ressemblerait-il? Nous avons préparé un brouillon qui montre ce que vous pourriez avoir. Le meuble principal de l'écu est très simple. C'est un grand serpent jaune. C'est un python doré en référence au Monty Python. En chef, les animaux sont toujours ce qu'il y a de mieux. Et on nous a dit que vous étiez dominé par un chat tyrannique chez vous, alors on l'a mis là. Et il tient une plume pour symboliser votre carrière d'auteur. J'aimerais souligner que le chat n'écrit pas à ma place. Je vois qu'il y a une devise. Messias non est. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'est pas le Messie.
Donc, si j'avais chargé avec un chat sur la tête, vous auriez su qui j'étais. Et vous auriez su aussi qui s'enfuyait dès le début des combats. C'était une sorte de défi que de se lancer dans la bataille avec son nom placardé partout sur soi. D'un autre côté, les armoiries pouvaient faire office de police d'assurance vie. Un chevalier, Robert Knollys, allait au combat avec une inscription sur son casque. Celui qui capturera Sir Robert Knollys gagnera 100 pièces d'or. Qui irait tuer la poule aux œufs d'or? Le code de déontologie était si fondamental qu'Édouard III institua la cour de la chevalerie. Et croyez-le ou non, elle existe encore aujourd'hui. La voici, Earl Marshall Court, à l'Institut héraldique. En ce moment, elle sert de salle d'exposition pour ces objets plutôt surréalistes. Mais quel genre d'affaires la cour de la chevalerie jugeait-elle? Des chevaliers poursuivis pour n'avoir pas ouvert le pont-levis à une damoiselle? Ou pour s'être enfuis devant un dragon? Non. Leur préoccupation majeure était l'argent. Il fallait sans cesse trancher pour déterminer qui avait des droits sur tel prisonnier ou comment se partager le butin. L'autre grand souci de la cour consistait à régler les droits de propriété sur tel ou tel blason ou écu. Parfois, les affaires duraient des années. Alors, la chevalerie a-t-elle fait diminuer les horreurs de la guerre? Oui, dans une certaine mesure, si on avait la chance d'être chevalier. D'après son biographe, le prince noir, fils d'Édouard III, était la source parfaite de tout honneur et noblesse, de sagesse, de valeur et de largesse. Voici comment il mit la chevalerie en pratique. En 1370, la ville de Limoges se révolta contre lui. Le prince se hâta d'écraser la rébellion. Et au cours de la bataille, 3 chevaliers français furent acculés par le duc de Lancaster. Ils durent se résoudre à capituler. « Mes seigneurs, nous sommes à vous. Vous nous avez vaincus, agissez donc selon la loi des armes. »« Par Dieu, répliqua le duc de Lancaster, nous en avons l'intention et nous vous acceptons comme prisonniers. » Le duc de Lancaster allait tirer une somme rondelette des rançons, et les chevaliers français vivraient pour voir d'autres batailles. Parfait, quand on était chevalier, ce qui n'était pas le cas des citadins. Et les qualités chevaleresques du prince noir n'allaient pas jusque-là. Toutes classes, âges et sexes se jetèrent à genoux devant le prince, implorant sa pitié. Tous furent passés par l'épée. Plus de 3000 hommes, femmes et enfants furent mis à mort ce jour-là. Soyons clairs, à la guerre, les lois de la chevalerie n'avaient strictement rien à voir avec la Convention de Genève. L'ordre de la Jarretière ne mentionne aucune disposition sur la protection des civils ou le traitement convenable des prisonniers de guerre ordinaires. La chevalerie était réservée aux aristos. Il est ironique de noter qu'alors qu'Édouard était très occupé à renforcer le prestige du code de la chevalerie, il n'avait pas la moindre intention de s'y plier dans sa guerre contre les Français. La composition de l'armée qui traversa la Manche avec lui en 1339 était fondamentalement différente des précédentes. Voyez-vous, la nature de la guerre changeait, principalement grâce à l'économie. Au XIVe siècle, comme aujourd'hui, la course aux armements était acharnée, et les chevaliers devaient dépenser de plus en plus pour aller à la bataille. Depuis l'époque romaine, la pièce standard était la cotte de maille. Mais le développement de la technologie des missiles mit sur le marché une nouvelle flèche capable de la transpercer. Et une nouvelle arbalète dotée d'un meilleur pouvoir de pénétration vit le jour. Les chevaliers cherchèrent donc une plus grande protection. Évidemment, les armes gagnèrent en efficacité contre les armures. Une vieille chanson française décrit un chevalier si terrifié qu'il souille sa couverture de sel. Ça ne m'étonne pas.
Les dépenses montant en flèche, de nombreux membres de la noblesse terrienne tentèrent d'échapper au service militaire. Et quand Édouard débarqua en France, au début de ce qui allait être la guerre de 100 ans, le gros de son armée était des soldats rémunérés, la plupart issus des plus basses classes de la société. Cette armée comportait un autre élément qui aurait suffi à n'importe quel noble chevalier pour souiller son tapis de sel. Malgré ses beaux discours chevaleresques, Édouard préparait aux Français une surprise particulièrement terre-à-terre. Il avait des milliers de paysans archers bien entraînés, tous armés d'arcs longs. Oubliez la chevalerie, tuez les chevaux. À la bataille de Crécy en 1346, des milliers de nobles français chargèrent en grande pompe. Mais les Anglais suivaient une autre règle du jeu. En 5 minutes de combat, les Anglais lancèrent plus de 300 000 flèches. La fleur de la chevalerie française fut décimée par des archers à 3 pennies par jour. En tout, les Français perdirent plus de 5000 hommes contre quelques centaines d'Anglais. En 1360, les deux camps en eurent assez. Ils signèrent un traité de paix. C'est à cet instant que le monde bascula. Édouard dit « On rentre les gars, cessez le combat, allez, tout le monde à la maison !» Personne ne s'en soucia. Il s'amusait bien trop pour ça. C'est que dans l'armée d'Édouard, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas de maison. Certains se battaient en France depuis 20 ans. Ils avaient peut-être pris un château et ils y vivaient à présent comme des seigneurs. Pourquoi rentrer chez eux ? C'est ainsi qu'apparut un nouveau genre de capitaine. Beaucoup se faisaient appeler chevaliers, qu'ils aient été adoubés ou non. Ils se formèrent en ce qu'ils nommèrent grande compagnie, se battant ni pour un seigneur ni pour Dieu, mais pour eux-mêmes. C'étaient des bandes de pillards en nombre cauchemardesque. On rapporte qu'une compagnie était forte de 16 000 hommes. Les grandes compagnies se répandirent à travers la France, ravageant tout sur leur passage. Pour finir, ils descendirent en Avignon, qui à l'époque était la résidence du pape. Ils brûlèrent la campagne avoisinante et menacèrent d'attaquer le représentant de Dieu sur terre, à moins qu'il ne leur remette une somme d'argent capable de réchauffer leur spiritualité. Le pape finit par lâcher environ 100 000 florins. Assez pour payer un ouvrier du bâtiment du XIVe siècle pendant à peu près 3000 ans. Le représentant de Dieu sur terre était réaliste. Il savait qu'on ne pouvait pas les acheter facilement. Il s'adressa donc aux brigands. « Écoutez les gars, je rajoute des pardons gratuits pour tous vos péchés jusqu'à maintenant. Et en plus, je vais parler à un type que je connais et qui peut vous proposer du boulot en Italie. C'est honnête comme marché, non ?» La suggestion n'était pas idiote. L'Italie regorgeait d'opportunités de carrière pour des soldats mercenaires sans foyer. Bien sûr, l'Italie n'existait pas vraiment à l'époque. Elle était composée de nombreuses cités-États, Pise, Rome, Florence, Milan, Mantoue, qui s'affrontaient depuis des siècles. Mais se battre n'intéressait pas vraiment les citoyens, qui prirent l'habitude d'employer des compagnies de mercenaires pour le faire à leur place. Ce qui nous ramène à ce type, Sir John Hawkwood, possiblement le chevalier anglais le plus célèbre de son temps. Il n'était pas noble, c'était le fils d'un tanneur qui était sorti des rangs. Il fonda rapidement sa propre compagnie de mercenaires et gagna si bien sa vie à se battre pour qui voulait bien le payer qu'il put acheter plusieurs châteaux comme celui-ci, en Toscane. Pas mal pour un pauvre gars de l'Essex. Sir John n'était pas chevaleresque. Il ne prétendait pas à un noble idéal, et il ne se battait pas pour la gloire ou l'honneur. C'était simplement un homme d'affaires. Et son affaire, c'était la guerre. En 1377, Hawkwood était sous contrat avec un certain cardinal Roberto. Ce dernier s'était querellé avec les citoyens de sa ville, Cesena, qui avaient tué quelques-uns de ses soldats. Toutefois, Roberto, magnanime, leur avait offert l'amnistie s'ils déposaient les armes. Bêtement, les citoyens de Cesena pensèrent qu'ils pouvaient croire en la parole d'un cardinal, prêtre de l'ordre des saints apôtres.
Dès qu'ils furent désarmés, le cardinal Roberto fit venir Sor Hawkwood de Faenza, où il était occupé à coordonner le viol de toutes les femmes de la ville. Le cardinal dit qu'il voulait la justice, et par justice, il voulait dire du sang et encore du sang. Le carnage qui s'ensuivit choqua toute l'Europe. Selon un chroniqueur, ils brûlèrent et massacrèrent toute la ville. La rivière était rouge de sang. Et au milieu des ruines fumantes, des viols, des tueries, se produisit un épisode lamentable. 24 moines furent tués devant l'autel principal avec toute la congrégation. Selon un rapport, il y eut 8000 morts et 16 000 personnes s'enfuirent. Tous les bâtiments furent détruits. Néanmoins, ce genre de choses n'était pas pour ternir la réputation d'un homme d'épée. Tout au contraire. Et durant les 15 dernières années de sa vie, Hawkwood fut au service plus ou moins permanent de la ville de Florence. Lorsqu'il mourut, la cité lui offrit des funérailles grandioses et le célébra comme un héros. Les Florentins ne perdaient jamais le sens des affaires. Voyez-vous, ils avaient promis à Hawkwood une magnifique tombe de marbre dans la grande cathédrale de Florence. Toutefois, quand Richard II réclama le rapatriement de son corps en Angleterre, les Florentins décidèrent de faire des économies. À la place, ils accrochèrent ce magnifique tableau qui représentait la magnifique tombe de marbre qui aurait dû être construite. Néanmoins, le fils de tanneur de l'Essex était devenu virtuellement noble en transformant la guerre en commerce. Le mercenaire et le chevalier ne faisaient plus qu'un. Mais y a-t-il jamais eu de différence? Le chevalier des contes n'a jamais vraiment existé. Toutes ces histoires de sauver les damoiselles et d'aider les faibles ne sont que de jolies chimères. Même au Moyen-Âge, la chevalerie signifiait ce qu'on voulait qu'elle signifie. Peut-être sommes-nous mieux sans chevalerie. Ces nobles idéaux ont été trop souvent utilisés pour perpétuer la guerre, ce qui comblait les vœux de ceux qui en vivaient. Un des contemporains de Hawkwood dit de lui « Il a tellement bien mené ses affaires qu'il n'y avait guère de paix en Italie de son temps. » Et je suppose qu'il est toujours vrai que ceux qui prônent la guerre sont ceux qui en tirent profit, qu'ils soient fabricants d'armes, politiciens ou preux chevaliers.